économie. Pour la troisième fois, une unité industrielle est attaquée dans cette région du Mali qui produit du ciment. Un privé installé à son compte au Mali depuis plus de 30 ans. Toutes ces économies sont investies là. Il fait travailler des Maliens. Il vit au Mali depuis 30 ans. Il investit dans son pays. Il a formé un grand groupe où il participe à l'économie de ce pays. L'attaquer pour le simple plaisir de l'attaquer parce qu'il n'accepte pas de payer la dîme, parce qu'il n'accepte pas de se plier aux contingences, aux exigences des gens illuminés qui viennent d'ailleurs, parce que tout simplement il résiste en sa façon, il continue à vivre, continue à supporter, continue à aider son pays, continue à investir dans... C'est inacceptable. C'est condamnable, c'est plus que condamnable, parce que les premières victimes sont ces populations locales qui vivent dans ces zones, qui vivent dans ces lieux, des hommes et des femmes maliens qui travaillent au compte de cette usine, cet opérateur économique qui a pris, malgré les risques, à investir, continue à investir dans son pays. Je crois que l'État lui doit un aide. On doit regarder dans cette direction, aider ces opérateurs-là, une vision macroscopique de l'économie malienne qui en souffre aujourd'hui, des hommes et des femmes qui continuent à se battre, ces chauffeurs qui continuent à transporter ce carburant, ces entreprises qui perdent des citernes, qui continuent également à transporter, à convoyer ces hommes et ces femmes, ces militaires qui tombent sur le champ de l'honneur pour que le pays vive, qu'il reste debout. Et je crois qu'on ne peut pas les récompenser, pas plus qu'une reconnaissance, un mérite, un mémorial. Ils méritent un mémorial, ces hommes et ces femmes qui se battent, ces chefs d'entreprise qui continuent à tenir le Mali, vaille que vaille, contre vents et marées, ses partenaires fidèles qui sont là, le Niger, le Burkina dans le cadre de l'AES, qui convoient, qui aident, parce que c'est les règles de la Confédération depuis ce deuxième collège à Bamako qui a passé la main au capitaine Ibrahim Traoré, qui est désormais le chef investi. On voit cette solidarité sous-régionale, cette solidarité entre les États de l'AES. Alors, dans son dernier rapport, je disais, le think tank Timbuktu Institute parle de mines de sang et de ce djihad économique, estimant qu'il s'agit là d'un nouveau business du JNIM au Sahel, mêlant attaque des infrastructures stratégiques, enlèvement contre rançon, la perturbation des chaînes logistiques en s'attaquant donc aux sites miniers. On peut citer des sites qui extraient de l'or, du lithium, de l'uranium. C'est aussi le financement de ces groupes terroristes qui se jouent dans ces attaques? C'est plus ça, c'est une stratégie. Une stratégie qui fait face à un État résilient qui se bat, qui est debout. Une perturbation de cette desserte déjà en carburant dont souffrent les populations de façon majoritaire. Aujourd'hui, c'est les unités industrielles qui sont plus que jamais attaquées. Cette attaque ne date pas de maintenant. Et empêcher ces unités également de tourner et rendre cette denrée rare dans la vie quotidienne des Maliens pour ne pas s'approvisionner, pour ne pas vaquer librement à ces occupations. C'est une stratégie globalement conçue, avec pensée pour ce pays-là, pour l'arrêter. C'est des hommes et des femmes qui travaillent dur avec des partenaires qui les aident dans cette entreprise condamnable, cette entreprise horrible, ignoble, indescriptible pour ce pays, face à des populations, un gouvernement qui se bat, qui résiste, qui a des alliés, qui se bat pour maintenir les populations, pour continuer à ravitailler au prix du sang, parce que c'est ce qu'il faut rappeler, c'est des hommes et des femmes qui meurent en convoyant ce carburant-là, en protégeant les unités industrielles. Le Mali est un pays vaste, ces hommes intégrés dans cette force intégrée à la frontière des trois pays de l'Iptako, Gourmachat, Tchad, qui a permis à ces trois pays-là de s'allier, de lutter efficacement contre les IGS d'une part, mais qui déploie, dont chaque armée déploie des efforts énormes par rapport à son État, par rapport au quadrillage, au maillage de l'État, pour résister, lutter contre le JNIM, empêcher ces sabotages-là, qui ont des soutiens, qui ont des élans, qui ont des financements également, c'est ce qu'il faut rappeler, parce que c'est 50 millions qui sont passés par rapport à la libération des otages. Et aujourd'hui, cette dîme prélevée sur les routes, au coin des routes, dans un jeu de cache-cache avec les forces de l'ordre, sur les pauvres populations qui n'ont rien demandé qu'à vivre sur leur terre, qu'à pratiquer, qu'à aspirer à la paix et au développement de leur pays, tout cela mis bout à bout. Aujourd'hui, des entreprises, parce que c'est cette entreprise qui a été attaquée par la deuxième ou troisième fois, c'est des entreprises qui refusent de payer la dîme, qui refusent de plier à cette exigence-là, qui continuent à vivre, à travailler. Et l'État qui les aide, qui est là avec eux, les populations qui vivent cette situation, mais ce n'est pas une donnée facile. Il faut d'abord tarir ces sources de financement,
travailler à ce que ces hommes et ces femmes ne puissent pas avoir de marge de manœuvre, même dans le dos de l'organisation du maillage sécuritaire du pays pour pouvoir agir, et puis la confiance des populations, parce que le Burkina a pu relever cela avec les VDP. Au Mali, on pense désormais à cela. Il faut alerter les opinions par rapport à cela. Pas une implication plus que ça des civils. Les militaires font le travail. Ces opérations qui ont lieu, qui se sont succédées, doivent être plus intensifiées avec des résultats concrets pour continuer dans cette lutte contre le terrorisme. Est-ce que ce changement de stratégie de la part du JNIM n'est pas aussi un aveu de faiblesse dans la confrontation militaire directe face aux forces maliennes? Et pourquoi ces forces maliennes n'en profitent pas pour donner le coup fatal à ce groupe terroriste? Plus qu'un aveu de faiblesse, je le rappelais tantôt, on a connu des époques où c'était une garnison complète, des postes avancés qui étaient attaqués. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de cela. Hélas, l'armée républicaine, l'armée malienne a payé le prix fort de cette lutte contre le terrorisme. Des hommes, des familles ont été endeuillées, des civils et militaires sont tombés par rapport aux attaques de ces garnisons, de ces postes militaires. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. L'armée s'est équipée à travailler, mais le territoire reste vaste. On joue à un jeu de cache-cache où pratiquement on laisse passer l'armée pour tomber sur des populations dans des villages isolés. Chaque attaque, chaque sortie, chaque tour dans un petit village est un effet d'arme pour eux, est une victoire pour eux, c'est brandi pour cela. La lutte est atroce, elle est asymétrique, on ne la rappellera jamais assez. Elle est difficile dans un pays où il faut prendre en compte le développement, où il faut prendre en compte l'immensité, où il faut prendre en compte ce climat. Ces populations-là qui sont face à une résilience, qui vivent difficilement ces situations. J'ose espérer, et je crois, je suis plus que jamais confiant que l'armée malienne, les forces unifiées de l'AES vont finir par venir à bout de ces terroristes qui sont isolés, qui sont aujourd'hui en difficulté et en débandade presque partout dans le Sahel, qui cherchent leur marque par ces derniers plis face aux unités industrielles, face aux pauvres populations qui n'ont rien demandé de cela, qui aspirent tout simplement à vivre en paix dans leur pays. Alors, je parlais du secteur aérien. Est-ce que vous êtes inquiet, Thiambel, par les difficultés que ces attaques entraînent sur ce secteur qui, on le sait, est pivot et fondamental aussi dans les échanges économiques? Mon inquiétude s'articule au niveau surtout de la desserte intérieure. C'est là où, et également, tout comme par rapport à la desserte de carburant, la constitution aujourd'hui de réserves qui, par l'État, par le gouvernement du Mali, par ces pays-là, il est indéniable que l'État du Mali pense également à constituer une réserve étatique, une réserve stabilisée pour surtout cette desserte interne, pour les forces armées et de sécurité qui se battent, qui ont besoin de ce carburant. Et c'est la priorité. Mais également, les compagnies commerciales qui desservent le Mali doivent également rentrer dans cette logique-là. Aujourd'hui, les compagnies connaissent tout simplement au niveau de l'aéroport ce que les Maliens vivent tous les jours. Et il faut s'adapter à cette situation, il faut travailler à sortir de là, c'est de leur responsabilité. Les partenaires également qui aident ce pays-là, le Niger, le Burkina, ils travaillent également. Le Mali, c'est vrai, cette situation est passagère, elle est difficile, elle est délicate aujourd'hui, mais j'ose espérer que mon inquiétude surtout ne sera pas de mise quand on va prendre des dispositions par rapport à la desserte interne, par rapport à une libre circulation, à une certaine autonomie de l'armée par la constitution d'une réserve nationale dans ce pays-là. Et je crois que c'est la constitution de cette réserve nationale à ce niveau-là qui rend plus difficile par rapport à la desserte des compagnies commerciales, dont certains ne se réservaient plus au Mali depuis belle lurette. Et d'autres également ont doublé par rapport à la situation, leur desserte du pays pour venir en aide à ces populations. Et j'en appelle à ces compagnies qui n'ont pas encore repris chemin sur le Mali à le refaire, parce que le Mali a besoin de tout le monde, l'AES a besoin de tout le monde. Ce Sahel résilient est ouvert sur le monde, c'est cette main tendue-là qu'il faut répondre. C'est ces populations qui sont en difficulté aujourd'hui qu'il faut aller aider pour résorber, désencercler cet isolement qu'on veut imposer pour desservir ce pays-là, reprendre langue avec ces populations du Sahel qui aiment le monde et qui sont ouverts au monde entier. Cette stratégie du diade économique, c'est en rupture par rapport au diade sahélien des années précédentes, ou est-ce que c'est juste l'ampleur et la façon de faire, le procédé qui est nouveau? Nous sommes à une sorte de déphasage entre les premières approches